l'appartenance de l'Algérie à la France relève de l'évidence. Elle est même divisée en départements. Aucune rébellion ne saurait être tolérée. Le pouvoir est sourd, mais il n'est pas aveugle. Après le désastre indo-chinois, il est clair que la force seule ne suffira pas à rétablir l'ordre. Des réformes s'imposent. Nommé gouverneur en janvier 1955, le libéral Jacques Soustelle est persuadé qu'en luttant contre la misère, la rébellion s'éteindra. Des unités, les SAS, sont déployées dans toute l'Algérie, même dans les villages les plus reculés. Des militaires se métamorphosent en instituteurs ou en médecins. La pacification commence. La propagande aussi. Mais qui aurait dit à l'officier sorti de Saint-Cyr et des stages militaires que sa mission le conduirait à pommader le derrière des nouveaux-nés? On aurait tendance à sourire, mais l'émotion est la plus forte parce que l'on comprend qu'ici, dans ce village perdu, la sollicitude est une nécessité. Les combattants du FLN restent insensibles à ces réformes si tardives. Ils n'ont qu'un objectif, l'indépendance. Aux attentats succèdent les attentats. Le 20 août 1955, à Philippeville, dans le Constantinois, l'armée de libération nationale massacre à l'arme blanche 123 civils européens et arabes pro-français. Les enfants ne sont pas épargnés. Le gouverneur de l'Algérie, Jacques Soustelle, se rend lui-même au chevet des blessés. Le temps des réformes s'éloigne. Place à la répression totale. 2 jours après le massacre de Philippeville, l'armée tire à bout portant sur des soi-disant rebelles. Ces images choquent le monde entier. 2 mois plus tard, la France siège à l'ONU, mais sur le banc des accusés. Antoine Pinay, le ministre des Affaires étrangères, campe sur ses positions. La France ne peut tolérer ni l'injure, ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. Cette plaidoirie ne changera rien. Les Nations Unies condamnent la France. Sa délégation quitte aussitôt la salle. Aux yeux du monde, le pays des droits de l'homme est devenu un pays qui combat la liberté. Sur le terrain, cette condamnation ne modifie en rien la politique française. Bientôt, le gouvernement vote les pouvoirs spéciaux qui autorisent à réprimer le FLN par tous les moyens. Aux soldats de métier s'ajoute un nombre croissant d'appelés du contingent. Ils ont à peine 20 ans. Pour l'armée française, l'heure de la revanche a sonné. Après l'abandon de l'Indochine, cette guerre ne doit pas être perdue. Mais le FLN résiste. De plus en plus de combattants rejoignent ses rangs. Isolée sur la scène internationale, affaiblie par les événements au Maghreb et la pression en Afrique subsaharienne, la France ne peut se battre sur plusieurs fronts. Elle doit se fixer des priorités. Et la priorité, c'est l'Algérie. Le ratissage militaire a été d'une efficacité redoutable. À l'été 1956, partout, les forces du FLN cèdent du terrain. Pour reprendre l'initiative, les Algériens changent de stratégie. Ils portent la guerre au cœur même d'Alger. En septembre 1956, une attaque va traumatiser les Français d'Algérie.
Jamais la plus française des villes algériennes n'avait connu un tel déchaînement de violence. On dénombre plusieurs morts et des dizaines de blessés, dont des enfants. Les représailles sont à la mesure du choc. En janvier 1957, la loi martiale est proclamée.